Là, enfin, si aujourd'hui on veut diagnostiquer une allergie ou une intolérance, voilà, on a un doute, on il nous semble que voilà, quand on mange du gluten, on a un peu mal au ventre, on ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que tu recommandes de faire? Qui est-ce qu'on va voir? Alors, moi, ce que je recommande de faire, la première chose souvent que je préconise, c'est on travaille la digestion. Parce que la digestion, c'est un axe très important. Et comme je l'ai évoqué, sauf si on est dans une réelle intolérance alimentaire majeure, et là, on ne peut plus supporter l'aliment, dans la plupart des cas, heureusement, ce ne sont pas des intolérances strictes, mais ce sont plutôt des sensibilités. Ça veut dire que l'aliment peut être consommé. Et à ce moment-là, c'est déjà de moduler un peu l'alimentation pour essayer de favoriser la digestion. Donc, on peut jouer sur la composition des repas, sur la fréquence de consommation de certains aliments, sur la mastication. Enfin, voilà, on peut jouer sur différents aspects pour permettre d'avoir une meilleure digestion. Ça permet déjà de voir si on a toujours les mêmes inconforts ou si ça se soulage fortement. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire du jour au lendemain et voir ce que ça donne assez facilement. Après, bien évidemment, on peut investiguer plus en profondeur, de manière empirique. On supprime certains aliments ou certaines catégories d'aliments. On voit si ça va mieux. En les remettant, est-ce que ça va moins bien? Ça permet déjà d'avoir quelque chose de plus précis. Et puis après, bien sûr, si on veut avoir quelque chose qui est, entre guillemets, plus concret avec des chiffres, bah là, ça va être de faire des tests. Des tests de sensibilité alimentaire. Donc, il y en a plein. Il y a plein de tests sur quelques aliments, sur des grands panels d'aliments qui sont proposés aujourd'hui. Ces tests peuvent être intéressants, mais il ne faut pas les prendre comme étant fiables à 100%. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez faire ces tests, le plus souvent, on met des petits codes couleurs, vert, jaune, orange, rouge, en fonction du niveau d'anticorps qui sont détectés. Et en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce test va révéler une chose de manière réelle, c'est votre niveau d'anticorps, c'est-à-dire le niveau de défense que votre corps met en place par rapport à ce qu'il perçoit comme une agression. Donc, des éléments qui ne devraient pas rentrer dans votre corps vis-à-vis desquels il se défend. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'anticorps que vous êtes forcément sensible excessivement à un produit. Je vois des personnes qui, des fois, ont un niveau très élevé d'un élément, peuvent le consommer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désagrément majeur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réaction du corps, hein. Il y a quand même une implication du corps par rapport à ça, mais il n'y a pas de mécanisme inflammatoire majeur à ce niveau-là, alors que parfois, avec des aliments qui sont moins élevés, il va y avoir des réactions. Donc, c'est plus dans ce sens-là où je dis qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que ça peut être un indicateur intéressant, mais ça n'enlève pas l'observation clinique. C'est-à-dire que l'observation clinique, c'est ce qui va nous permettre réellement de dire, OK, là, il y a des choses qui sont élevées, il est préférable de les réduire, voire peut-être de les enlever temporairement. Mais peut-être qu'en enlevant certains de ces aliments, on n'aura pas de mieux, tout simplement parce que ces aliments, ce ne sont pas ceux qui vont générer le plus d'inflammation dans le corps. De symptômes. Est-ce qu'à l'inverse, parfois, tu as des gens qui ont des symptômes très forts et le test revient avec une intolérance faible finalement? Alors, des fois, ça arrive d'avoir des personnes qui font un test avec des fois des aliments où on est élevé et ils suppriment ces aliments-là et il n'y a pas d'amélioration et il faut essayer de creuser sur autre chose. Donc oui, ça arrive des fois que ça n'est pas, on va dire, fiable entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, ce sont d'autres aliments qui peuvent poser problème mais qui ne sont pas Ouais. strictement élevés au niveau du test antigénique. Ok. Est-ce que tu as des tests en particulier vers lesquels nous orienter ou pas spécialement? Non, pas forcément, parce que j'ai envie de dire, la plupart des tests à ce niveau-là se valent, hein. On va faire un Oui. test en mettant des prélèvements sur différents éléments, hein, qui sont caractéristiques de chaque aliment, hein, des antigènes, et on va avoir une réponse. Donc, en fait, en soi, on n'aura pas forcément besoin d'un test plus qu'un autre, puisqu'ils vont tous plus ou moins fonctionner sur le même modèle pour quantifier la quantité de réponses immunitaires. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de tests spécifiques pour la sensibilité. Par contre, ce que l'on peut faire après, c'est des tests qui peuvent être plus spécifiques pour connaître l'état du microbiote intestinal. Donc là, c'est une cartographie un peu de l'état bactérien dans lequel on est, qui peut nous montrer un petit peu s'il y a des bactéries qui sont très présentes par rapport à ce qu'elles devraient être, d'autres qui sont très faibles. Ça peut être intéressant, même si ce n'est pas obligatoire, mais ça peut permettre de gagner du temps sur ce qu'on peut essayer de mettre en place en termes de protocole, que ce soit sur l'alimentation ou que ce soit par des probiotiques, par exemple.
On peut faire des tests aussi sur la porosité intestinale, même si, bon, quand il y a des sensibilités, généralement, la question ne se pose pas. Il y a une porosité qui est présente. Elle n'est pas forcément catastrophique, mais elle est présente. Donc, voilà, on peut investiguer un peu plus dans ce sens-là. Et comment on peut faire des tests à ce niveau-là? Alors, test de microbiote, c'est sur des selles, prélèvement sur des selles. Test de porosité intestinale, généralement, le test le plus classique, c'est la zonuline, qui est le plus facile à faire. Donc, on va prendre sur des selles, pareil, on va doser, et on va doser un élément. Donc, la zonuline, c'est une petite protéine, c'est une molécule que différents organes vont sécréter lorsqu'ils sont en agression. Donc, ce n'est pas propre à l'intestin, mais quand on mesure les selles, forcément, on aura plus la représentativité de ce qui se passe dans le système digestif. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de le doser dans les selles plutôt que dans le sang, puisque dans le sang, il y aura l'intestin et ça peut être le cœur, le foie ou d'autres organes. Donc, ce sera un peu moins fiable, exactement. Alors là, on parlait du microbiote, je vois qu'on a des questions sur les probiotiques, on y répondra juste après. Peut-être, Raphaël, est-ce que tu pourrais déjà donner des pistes, en fait? Est-ce qu'il est possible déjà d'améliorer grandement les symptômes et notamment l'intolérance? Là, on avait une question, par exemple, est-ce qu'il est possible, quand on est intolérant au gluten, de pouvoir en remanger un jour? Même un petit peu. Possible, c'est possible. Avec les sensibilités, comme je l'évoquais, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas une réaction immunitaire majeure. Donc, quand on a un terrain avec des sensibilités, la première chose à faire, c'est de se dire on va essayer de mieux digérer parce que des fois, ça passe plus facilement. Moi, je vois des personnes, on réorganise juste l'alimentation, il y a des sensibilités qui disparaissent en quelques jours. Ça, c'est génial. On parlait du stress tout à l'heure. Moi, je vois des personnes, des fois, qui arrivent et qui me disent je suis intolérant, alors avec l'amplification du terme, mais sensible au gluten. Et quand on discute un peu, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas sensible au gluten tout le temps. La personne, quand elle part en vacances, par exemple, ça lui arrive de manger une part de pizza ou un truc comme ça, et ça passe bien. Donc là, ça veut dire que c'est amplifié par le stress dans son quotidien, mais que sorti de cette situation du quotidien où le stress diminue, là, le corps va avoir plus de capacité à supporter le phénomène. Donc, pour moi, la première chose, quand on suspecte déjà ce profil-là, c'est de dire on va essayer d'optimiser un peu la digestion parce que souvent, il y a plein de choses qu'on peut soulager, voire régler. Après, dans les formes les plus compliquées, et bien sûr dans les formes d'intolérance, là, il va falloir aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va falloir aller à un moment donné vers de l'éviction. Donc, l'éviction est une chose qui est importante parce qu'elle va permettre de soulager la contrainte. Donc, on va arrêter d'agresser, on va arrêter de créer une zone de contrainte et d'agression perpétuelle pour le corps. Donc douleur et autres manifestations, mais surtout, il va falloir aider le corps à récupérer. Donc là, en l'occurrence, on est sur le système digestif. Donc il va falloir aider le système digestif à retrouver son état d'équilibre. Donc aider à ce que l'intestin se répare, donc moins de porosité intestinale, aider à rééquilibrer le microbiote. Donc supprimer un aliment ne rééquilibre pas le microbiote tout seul, il faut travailler de manière cohérente. Donc là, on revient sur la digestion, mais ça peut être apporter des prébiotiques ou des probiotiques. Enfin, on peut agir sur différents aspects pour aider à cela. Favoriser donc la cicatrisation de l'intestin. Et ça va être nécessaire parce que c'est à ce niveau-là que va se jouer l'ampleur des réponses immunitaires. Donc forcément, si on est sur une réponse immunitaire majeure ici, il va falloir supprimer l'aliment en question et aider l'intestin à récupérer. Donc là, on peut faire tout ce que j'ai déjà évoqué, mais après, on va devoir aller vers peut-être du repos digestif avec des diètes, du jeûne, parce que ce qui va accélérer considérablement la récupération. Alors déjà, sur le plan digestif, est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour optimiser la digestion qui démarre d'ailleurs dans la bouche? Oui. On a tendance à aller des intestins, mais ça commence plus haut. C'est ça. En fait, l'intestin, c'est que, on va dire, la zone qui va subir ce qui s'est passé en amont. Donc, bien sûr, si on mastique, on va déjà aider le corps parce que la mastication, c'est la première étape de la digestion, c'est la seule que nous faisons consciemment, volontairement. Et cette étape-là, elle va permettre de faire une forme de bouillie avec les aliments, plus ou moins. Et plus on écrase, plus on broie les aliments, plus ils seront imprégnés de salive, donc hydratés, etc. Mais plus derrière, en étant réduits en bouillie, pourront être imprégnés facilement des autres sucs digestifs. Donc forcément, la digestion sera beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace pour les autres organes avec une bonne mastication. Donc tous les aliments méritent d'être mastiqués pour cette raison. Maintenant, il y a une catégorie d'aliments qui méritent d'être plus mastiqués que les autres, ce sont les farineux. Tout ce qui est féculent, donc tout ce qui contient de l'amidon, les pommes de terre, les pâtes, le riz, les lentilles, le pain,
le sarrasin, le quinoa, etc. Tous ces produits-là méritent vraiment d'être bien mastiqués parce que c'est ce qui va permettre de lancer la digestion. L'enzyme digestive, elle est dans la bouche, elle est sécrétée avec la salive. Donc, si on ne fait pas cette mastication, même si on fait de bons mélanges alimentaires, même si on mange frugalement, on va alourdir énormément le travail digestif puisque la première étape de digestion, elle sera totalement effacée. Donc ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, bien sûr, c'est de comment est-ce qu'on va permettre aux autres étapes digestives, qui elles ne sont pas conscientes et volontaires, de se faire correctement. Donc là, souvent, c'est la notion de chimie. Chimie digestive, temps de digestion. Donc là, je parlais de l'amidon, par exemple. L'amidon, on va le mastiquer, mais si on bloque l'activité enzymatique pour digérer l'amidon, ça va poser problème. C'est bien d'avoir l'enzyme qui va travailler dessus, mais si on l'empêche de travailler, ça ne marchera pas. Donc, il va falloir essayer d'optimiser la digestion en disant on évite les choses qui perturbent trop l'activité de cette enzyme. Donc, qu'est-ce qui perturbe trop l'activité de cette enzyme? Principalement, c'est l'acidité. C'est ce qui va être le plus perturbateur. Donc, je mange une salade de pâtes avec des légumes, j'assaisonne ça avec du citron ou du vinaigre. Tout ça va être bien imprégné d'acidité, ça va perturber fortement la digestion du féculent. Ça va bloquer les mécanismes digestifs fortement. Donc ça, c'est l'un des mélanges qui est très problématique. Mais vous pourrez me dire, oui, mais moi, je mange ma salade avant et puis je mange mes pommes de terre ou mes pâtes après. On aura quand même un mécanisme perturbateur. Il sera un peu moins marqué parce qu'on ne va pas imprégner directement l'aliment d'acidité, mais on aura quand même un mécanisme perturbateur sur cette acidité, c'est-à-dire que l'aliment, quand il va arriver dans l'estomac, il sera déjà dans un environnement qui sera plus acide que ce que cela devrait être. Donc, ça va accélérer finalement le ralentissement de la digestion du féculent. Donc, voilà, ça, ce sont des petites choses qui sont intéressantes. Ça veut dire que si on veut assaisonner un plat, on a du féculent sur ce plat ou dans le repas, il est préférable d'éviter l'acidité. On va mettre de l'huile d'olive, on va mettre des herbes aromatiques. Voilà, on va essayer d'éviter ce côté acide qui perturbera la digestion.